Il est 11h02, je vous propose de lancer le webinaire. Je vais laisser la parole à Gilles Brianceau pour expliquer un petit peu la démarche qui nous mène à ce webinaire. Je reprendrai la suite pour vous expliquer un peu le contexte et le programme. Merci Balkis, bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui. Donc je suis Gilles Brianceau, je suis le directeur du cluster Innovin et donc on organise depuis plus de 8 ans maintenant ces rencontres Innovinceo qui ont lieu une fois par an et comme leur nom l'indique, Innovinceo, Innovin et Vinceo. L'objectif c'est de nous réunir tous les deux, donc Vinceo, le cluster des fournisseurs de la filière vitivinicole en Occitanie et Innovin, cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine, donc Occitanie plus Nouvelle-Aquitaine. On joint nos forces, nos adhérents, nos questions, nos réponses, nos solutions sur des problématiques de la filière vitivinicole et on essaie une fois par an donc de réunir nos adhérents pour échanger, réfléchir sur des thèmes divers et variés. Avec des formes qui peuvent varier. Il y a des années où on fait des rencontres physiques entre adhérents, en général dans la région de Toulouse, pour que ce soit mi-chemin entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, des fois, comme cette année, où on le fait sous format webinaire, de manière à s'ouvrir plus largement, au-delà de nos adhérents, aux acteurs du monde vitivinicole qui sont intéressés par le sujet. Donc, voilà, c'est le cas aujourd'hui et on vous remercie de votre présence. Et puis, je laisse la parole à Balkis pour présenter le thème de ce webinaire aujourd'hui. Voilà, à toi Balkis. Merci et bienvenue. Je vois que les participants et participantes affluent. Nous sommes 91 maintenant. Donc, bienvenue sur ce webinaire qui va traiter de décarbonation dans la filière vitivinicole. C'est un sujet qui nous tient à cœur et c'est vrai que il y a quand même une grosse demande sur le marché en termes d'information pour comprendre comment s'y prendre et finalement quels sont les leviers et les actions qu'on pourrait mener pour creuser ce sujet. Pour vous donner un petit point d'entrée, nous avons mené au sein de Vinceo une étude prospective qui a dégagé 4 scénarios d'avenir à horizon 2025 dans la filière vitivinicole. Au moins 2 d'entre eux soulignent l'importance des démarches de la décarbonation dans les entreprises. C'est pour dire, bon, il s'agit de répondre à 2 enjeux dans ces scénarios. Il y en a certainement d'autres qui vont être soulevés par la suite dans ce webinaire. D'une part, répondre à la demande des consommateurs, mais par effet boule de neige aussi, la demande des viticulteurs, des vignerons, des domaines, des caves coopératives. Et d'autre part, pour anticiper un monde où peut-être un jour, les institutions politiques nationales ou internationales, ou bien des grands groupes financeront ou achèteront des vins à condition que la filière soit absolument labellisée et décarbonée avec quelque chose de carré derrière. Donc c'est un travail qui est complexe, qui est chronophage et il faudra le mener tôt ou tard. Donc nous avons pris le parti, Innovin et Vinceo, de réfléchir à tout cela en amont. On préfère s'organiser aujourd'hui dans de meilleures conditions que trop tard de manière désorganisée. L'idée, c'est de fournir aussi des outils à nos adhérents pour qu'ils puissent répondre aux demandes de leurs clients, qui sont les vignerons et les caves. Donc, on espère que ce webinaire pourra permettre d'anticiper des possibles futurs et d'éviter de passer à côté de certaines opportunités. L'objectif de ce webinaire est clair, il est double. Le premier point, c'est de faire passer ce message qu'en tant que fournisseur, nos pratiques et nos choix techniques impactent le bilan carbone total de la filière. Et le deuxième point, c'est que nous souhaitions vous présenter l'initiative que nous avons lancée avec l'un de nos adhérents, OnePilot, qui vise à créer une coalition d'équipementiers qui permettrait d'accélérer la décarbonation de la filière vitivinicole via une plateforme qui vous sera présentée en fin de webinaire. Donc, dans l'ordre, vous allez écouter Caroline Forgue, qui représente le groupe Eneo, qui va faire un retour d'expérience sur les raisons pour lesquelles nous devons mesurer notre empreinte carbone et mettre en place une démarche de développement durable. Ensuite, nous écouterons 2 intervenants de Carbone 4, donc Briac Renaudin et Corentin Schillinger, qui vont parler finalement de ce que c'est qu'un bilan carbone dans la filière vin, les rôles, les leviers, les outils à la disposition des fournisseurs. Ensuite, nous écouterons Caroline Prété-Lataste du CIVB qui va nous parler d'achat responsable et donc nous mettre en avant l'exemple de l'initiative qui a été mise en place dans leur interprofession et leur manière de challenger finalement les fournisseurs.
Enfin, nous écouterons Frédéric Boll et peut-être son associé Philippe Gréziac de OnePilot qui vont justement présenter cette plateforme de diagnostic carbone qui sera à destination des fournisseurs et des équipementiers de notre filière. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, nous les relèverons et nous les poserons à la fin du webinaire. C'est-à-dire que nous allons tout récupérer, nous allons laisser nos intervenants intervenir les uns après les autres et ensuite nous traiterons des questions et des réponses. Le replay sera disponible suite à ce webinaire en ligne, donc n'hésitez pas à nous le demander ou à suivre nos réseaux sociaux pour pouvoir en bénéficier. Je laisse donc la parole à Caroline Ford pour le groupe Oneo. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis responsable RSE du groupe Oneo. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais donc témoigner de notre démarche et essayer de répondre avec mon retour d'expérience à la question pourquoi s'engager dans une stratégie de décarbonation et plus largement de développement durable. Alors, je vous propose le temps. De vous présenter rapidement notre activité et ce que nous avons fait sur le sujet avant de répondre à cette question pourquoi le faire avec quels objectifs. Donc le groupe Oneo, on est un groupe fournisseur du monde du vin à la fois sur l'élevage avec du conseil œnologique et des bois œnologiques, la fabrication de barriques avec le groupe Seguin-Moreau et le bouchage avec Diam Bouchage. Donc des activités qui sont principalement des industries du bois, des industries de transformation et à destination bien sûr du marché du vin. Nous sommes aussi implantés en France, en Espagne, en Europe, en Espagne et au Portugal, mais également aux USA. Donc c'est dans cette perspective aussi que nous agissons pour entraîner l'ensemble de nos filiales et de nos sites dans cette stratégie carbone. Alors, le groupe Oneo a défini une raison d'être que vous voyez affichée, une stratégie qui irrigue une stratégie RSE avec 3 piliers. Un pilier social qu'on a appelé culture et savoir-faire et avec cette idée que aussi on doit partager au sein du groupe une culture commune. Un pilier environnemental dont on va bien sûr beaucoup plus parler aujourd'hui et un pilier innovation. Innover pour une vitiviniculture saine et durable au service des consommateurs. Donc là, on rejoint aussi la demande de produits sains, décarbonés, et ça fait partie intégrante de notre stratégie. Donc concrètement sur le carbone, qu'est-ce qu'on a fait il faut voir que le bilan carbone en France, c'est une démarche depuis que l'ADEME avec Jean-Marc Jancovici dans les années 2005-2006 a sorti la première méthode avant les normes internationales. Il y a pas mal de PME qui ont réalisé les premiers bilans carbone. C'était le cas dans notre groupe avec Diam en 2007 et Seguin-Moreau en 2009. Donc c'est des démarches qui ont permis de comprendre les impacts de l'activité et de suivre les progrès, mais sans engagement sur des trajectoires. Aujourd'hui, au démarrage des années 2000, à la fin des années 2010, on est passé sur une démarche d'engagement et dans des trajectoires qui sont compatibles avec les accords de Paris. Donc ça a été à partir du moment où le groupe a défini sa stratégie, on a déployé, on a refait notre bilan carbone en 2020 et on a défini une trajectoire à l'horizon 2025. Donc là, on est vraiment sur un engagement vers un objectif. Donc, sans rentrer dans les détails, voici notre trajectoire. Donc, une trajectoire qui respecte les accords de Paris, c'est une trajectoire qui diminue, des émissions qui diminuent en valeur absolue et non plus seulement en valeur relative comme c'était plutôt le cas auparavant. Donc, on s'est engagé notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos consommations d'énergie. Ça veut dire un plan d'investissement sur nos sites industriels qui nous ont permis à la fois de consommer moins d'énergie et de produire du renouvelable. Et vraiment dans ce sens-là, donc consommer moins d'énergie, c'est
économiser l'électricité, mais aussi récupérer la chaleur sur nos process, donc être sur l'optimisation énergétique. Donc, c'est pas très photogénique de montrer des tuyaux de récupération de chaleur, mais c'est vraiment essentiel dans notre démarche. Et ensuite, on complète ça par de la production renouvelable qui est en cours de déploiement sur nos sites industriels. Donc là, vous voyez quelques photos. Notre stratégie carbone, c'est pas seulement l'énergie dans l'industrie, c'est aussi travailler sur le fret, et donc on s'est engagé dans la démarche Fret 21 en tant que chargeur, ou sur les déplacements, avec notamment des initiatives autour des mobilités douces ou des formations éco-conduite. Donc un peu sur l'ensemble des sujets qui passent plus ou moins lourd sur notre bilan carbone, on a essayé de couvrir l'ensemble des enjeux et également d'entraîner les salariés, puisqu'on a déployé sur la plupart de nos entités la fresque du climat pour aussi partager les enjeux climatiques avec les salariés. Donc voilà très rapidement notre démarche à ce jour. Et donc j'en arrive à la question pourquoi se lancer dans ce type de projet et de stratégie. Donc, en réfléchissant à la commande, j'ai découpé ça en 4 réponses partielles, mais qui se répondent aussi. Donc, la conformité à un certain nombre de règles, et notamment de reporting, la performance et l'innovation, bien sûr l'attente de nos clients et la responsabilité et l'engagement. Donc, je vous propose d'examiner ces 4 points d'entrée. Alors, je commence par le moins drôle, en quelque sorte, c'est-à-dire les obligations de reporting. Le groupe Oneo étant coté, nous avions une obligation de déclaration de performance extra-financière. Et c'est bien l'intention du législateur quand il pousse au reporting que d'inciter les entreprises à agir. Donc très concrètement, effectivement, à partir du moment où on mesure, on a envie aussi d'afficher des améliorations. Donc on ne peut pas nier que c'est un élément qui peut être déclencheur. Ce que j'ai envie de dire, c'est que plus on commence tôt et qu'on fait une stratégie qui nous ressemble, qui ressemble aux enjeux, enfin qui correspondent aux enjeux de l'entreprise, plus on sera à même de répondre à ces exigences de reporting financier. Exigences qui vont toucher de plus en plus d'entreprises, puisque la CSRD qui arrive, donc la directive de reporting de durabilité, va toucher dans les prochaines années les entreprises de plus de 250 salariés. Donc tout ce qui est fait en amont, au-delà de la conformité et qui a du sens pour l'entreprise, permet de répondre facilement à ces enjeux de conformité déclarative. Le deuxième ressort, c'est la performance. On pense d'abord performance industrielle. Quand on veut réduire son bilan et plus largement ses impacts environnementaux, on va économiser l'eau, la matière, l'énergie. C'est à la fois maîtriser les coûts, mais c'est aussi maîtriser les risques. Et on l'a vu très clairement avec la flambée des prix de l'énergie en 2020-2021. Si on consomme moins d'énergie, on est moins soumis au risque d'envol d'un certain nombre de prix de l'énergie ou de matières premières. Donc ça, c'est un point très important aussi pour entraîner l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et je dirais qu'au-delà, se posant la question de faire mieux avec moins, on en arrive à se poser la question de faire complètement autrement sur du sourcing alternatif ou sur du process. Et donc, ça favorise complètement l'innovation. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un produit qui est lancé
c'est par Diam qui récupère des sous-produits liège de notre production ou de nos clients pour fabriquer des têtes, des bouchons spiritueux. Donc voilà, ça favorise aussi une innovation produit ou une innovation industrielle et donc ça c'est vraiment positif. Ensuite, parlons bien sûr de la responsabilité de tout un chacun et de l'industrie de participer à des objectifs communs de réduction des émissions, d'autant plus quand on est une chaîne de valeur qui est directement soumise aux impacts des changements climatiques. Donc, ce qui est notre cas à la fois en amont, puisque comme vous le voyez sur la droite, on exploite du bois et les forêts françaises subissent de plein fouet le changement climatique. C'est une infographie qui est sortie avant-hier sur le LinkedIn de l'ONF. Donc, on est en plein dans l'actualité. Et bien sûr, en aval, sur la filière vin, dont on ne rappelle pas, dont je ne vais pas faire détailler combien elle subit les impacts du changement climatique. Donc, tout ça a un effet sur notre business model. Donc, il s'agit à la fois de le comprendre, et c'est en ce sens qu'on investit sur la recherche pour comprendre les effets du changement climatique sur le raisin et la vinification, et aussi d'anticiper demain. Enfin, dernier point, bien sûr, nos clients et le marché sont extrêmement en attente et de plus en plus de nos propres efforts, des efforts des fournisseurs, puisque nous livrons le monde du vin et donc nous participons aux émissions de gaz à effet de serre sur le scope 3. J'imagine que Carbone 4 va en parler largement. Et donc, une partie de la réduction de nos clients et notamment des plus grandes maisons, leur plan d'action consiste à entraîner leurs fournisseurs. Donc, ça a toujours été le cas, mais là, ça devient très, très concret, c'est-à-dire que on a des demandes de communication là où avant les clients nous demandaient est-ce que vous avez l'information sur l'impact carbone de vos bouchons par exemple, et si vous l'avez donné, nous là, on assiste aujourd'hui à une intégration de cet élément dans les appels d'offres de nos plus gros clients. Donc avoir anticipé, d'avoir calculé et de pouvoir communiquer, c'est bien sûr un bon point dans ce contexte de pression de plus en plus importante de la filière. Voilà, donc quelques retours d'expérience. Donc en conclusion, je voudrais conclure à la fois pour résumer pourquoi se préparer et s'engager, c'est pour rester durablement dans la course à la fois vis-à-vis de son business model, de son marché, mais aussi pour élargir au-delà des enjeux environnementaux. C'est aussi des démarches qui sont très mobilisatrices auprès des équipes. Ça donne du sens aussi à des démarches d'innovation, à des démarches de performance. Et donc, ça participe aussi à la culture commune et à donner une perspective à l'intérieur des entreprises. Donc, plein de bonnes raisons pour s'engager. Je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline. C'est très intéressant. Voilà, les questions, notez-les-vous ou mettez-les dans le chat, on les récupère. Je propose et j'invite tout de suite Briac et Corentin de Carbone 4. Voilà, ils ont déjà préparé, ils peuvent y aller. À vous le micro. Merci. Donc, on va vous parler de l'empreinte carbone de la filière vin avec les leviers d'action qui sont disponibles en tant que fournisseur. Tout d'abord, on va se présenter rapidement. Donc Briac Renaudin, moi je suis chef de projet chez Carbone 4 et ingénieur agronome, et je suis accompagné de Corentin. Et moi c'est Corentin Chiinger, consultant expérimenté aussi dans le pôle agriculture et agroalimentaire. Je suis aussi ingé agro et œnologue et j'ai eu quelques expériences dans le domaine vitivinicole auparavant.
Donc on travaille tous les deux chez Carbone 4. Carbone 4, donc c'est un cabinet de conseil de plus de 180 personnes aujourd'hui. On est répartis sur 4 sites en France, principalement à Paris, mais aussi en région, à Rennes, à Toulouse et à Lyon. C'est un cabinet qui a été fondé par 3 associés, notamment Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici au départ, qui a été rejoint ensuite par Laurent Morel. Et donc ça fait 17 ans que ce cabinet est créé. Et nous, donc l'expertise de Carbone 4, donc c'est principalement d'accompagner les entreprises dans leur stratégie climatique, à la fois sur le net zéro planétaire, avec pour réduire l'impact des entreprises sur l'environnement, en faisant des empreintes carbone, en se fixant des objectifs en accord avec les accords de Paris et en établissant des plans d'action avec les entreprises. Et on accompagne aussi sur un autre volet qui est de réduire l'impact du climat ou de l'environnement sur les activités de l'entreprise afin qu'elle soit plus résiliente. Et comme je disais tout à l'heure, on accompagne des grosses entreprises et des moyennes entreprises. Vous avez ici quelques exemples d'entreprises qu'on a accompagnées, notamment dans la filière Vitivini, notamment à partir de nos agences régionales à Rennes, Toulouse et Lyon. Donc avec Corentin, on va vous présenter le sommaire de thèmes. Tout d'abord, on va revenir sur les fondamentaux de l'empreinte carbone et ensuite on parlera des résultats et des leviers d'action qui sont à disposition des fournisseurs. Donc pour rappel, l'empreinte carbone, donc ça permet de comptabiliser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'une organisation. Donc on comptabilise toutes les émissions de la chaîne de valeur et on les traduit en CO2 équivalent. C'est pour ça qu'on a un petit E, c'est qu'on comptabilise l'ensemble des gaz à effet de serre qui ne sont pas seulement liés au CO2, mais à plusieurs gaz, d'où le petit E que vous voyez en bas ici, CO2 équivalent. Donc ces gaz à effet de serre, ils sont nombreux, donc il y a notamment 3 principaux. Le premier, donc le CO2, qui est le gaz le plus représenté en termes de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'il sert de référence en fait pour les autres. Et ensuite, vous en avez d'autres, comme principalement le méthane, qui est un autre gaz à effet de serre, qui lui a un pouvoir de réchauffement qui est nettement supérieur au CO2, puisque une molécule de méthane, c'est équivalent à l'émission de 28 molécules de CO2 en termes de réchauffement. Et il existe d'autres gaz, notamment les protoxydes d'azote, qui lui est un gaz qui peut être mis notamment avec l'utilisation des engrais, qui lui aussi a un pouvoir de réchauffement qui est bien plus important que les CO2, de l'ordre de 273 fois. Donc une molécule de protoxyde d'azote émise dans l'atmosphère va avoir un même pouvoir de réchauffement que 273 molécules de CO2. Donc en fait, dans l'empreinte carbone, on comptabilise tous ces gaz à effet de serre et on les ramène à la référence qui est le kilo de CO2 équivalent. Dans une empreinte carbone, on évalue en fait toutes les émissions de l'entreprise et en fait ces émissions elles sont réparties sur 3 scopes. Alors tout d'abord, il y a le scope 1 et 2, donc vous voyez ici. Ici, dans ce scope 1 et 2, ce périmètre-là, on comptabilise toutes les émissions qui sont liées à l'énergie. Donc vous avez à la fois donc, le fuel, l'essence, tout ce qui est utilisé dans les sources mobiles. Vous avez également le gaz, l'électricité et également des fluides frigorigènes puisqu'ils peuvent émettre des gaz à effet de serre également. Donc ça, c'est toutes les émissions qui sont liées donc à l'énergie et qui sont liées à l'entreprise en tant que telle. C'est comme si on mettait une cloche sous les différents sites de l'entreprise et on regarde les émissions qui ont lieu au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment les émissions directes. Et ensuite, on regarde également d'autres périmètres qui sont le périmètre du scope 3 et qui comprennent en fait l'amont et l'aval de la chaîne de valeur. Donc vous avez notamment l'amont de la chaîne de valeur. Donc là, on comptabilise toutes les émissions qui ont lieu avant les opérations qui ont lieu dans l'entreprise. Donc par exemple, si c'est une entreprise de vinification, on va comptabiliser toutes les émissions qui ont lieu à l'achat de matières agricoles et toutes les émissions qui ont lieu de la production des plantes, la vinification, de la collecte. Donc c'est tout l'achat de matières premières. On comptabilise aussi les achats de packaging, tous les autres achats, produits chimiques, les immobilisations et les émissions aussi qui ont lieu au fret en amont. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le scope 3 amont, c'est toutes les émissions qui ont lieu en amont de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et on comptabilise aussi les émissions qui ont lieu en aval, donc c'est-à-dire le fret après
de l'entreprise jusqu'au centre de distribution, par exemple, le stockage des produits, la transformation et l'usage des produits vendus s'il y en a, aussi la fin de vie des produits vendus, notamment la fin de vie du packaging, et s'il y a des investissements. Donc ça, c'est tout le périmètre de l'empreinte carbone. C'est spécifique à l'empreinte carbone, c'est qu'on regarde vraiment ce qui se passe au sein de l'entreprise, mais aussi en amont et en aval. Et ensuite, pour calculer une empreinte carbone, comment on fait? Donc on utilise en fait les données d'activité de l'entreprise, qui sont liées en fait des indicateurs physiques ou monétaires, et on le multiplie ensuite par un facteur d'émission, qui est en fait un ratio moyen d'émission pour une activité donnée. Et ça nous donne ensuite des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, on le fait pour tous les postes de l'empreinte carbone. Une empreinte carbone, donc c'est lié à un périmètre spatial, c'est lié à l'entreprise, à une activité de l'entreprise, et aussi périmètre temporel, donc c'est généralement sur une année. Le principe de calcul, donc ici une donnée d'activité fois un facteur mission qui nous donne les gaz à effet de serre. On vous en donne quelques exemples ici. Par exemple, sur le poste de la consommation de diesel, on va récupérer les données d'activité de l'entreprise, par exemple 1700 litres consommés dans l'année. On va le multiplier par un facteur d'émission qui nous est donné par une base de données comme celle de l'ADEME. On sait que pour quand on brûle 1 litre de gasoil, il y a 3,16 kg de CO2 équivalent qui sont émis. Et donc, ça nous donne les émissions de gaz à effet de serre pour ce poste. Et après, on le fait pour d'autres postes, comme par exemple ici, les agents de service. On peut utiliser des données donc, monétaires cette fois-ci. On multiplie par un facteur d'émission et ça nous donne les émissions pour ce poste-là. Et ensuite, on somme toutes les émissions de gaz à effet de serre de tous les postes. Les bases de données qu'on utilise pour les facteurs d'émission, donc elles proviennent en fait de plusieurs bases qui sont à la fois publiques et privées. Donc il y en a qui sont françaises comme Agribalise, la base empreinte, qui sont les deux majoritairement utilisées, notamment en France. Et après, il y a d'autres bases de données comme des bases privées comme EcoEven qui sont plutôt internationales et d'autres aussi qui sont un peu plus internationales. Donc l'empreinte carbone, il faut bien comprendre que c'est différent d'une ACV, parce que parfois les gens confondent les ACV et les empreintes carbone. Une ACV, donc c'est l'analyse de cycle de vie d'un produit. Donc pour l'ACV, on est vraiment à l'échelle du produit, alors que pour l'empreinte carbone, on est à l'échelle d'une organisation, donc d'une entreprise. Le périmètre est différent sur ces deux notions. Pareil, sur l'ACV, on est sur une évaluation environnementale qui est multicritère, c'est-à-dire qu'on comptabilise les enjeux environnementaux sur plus de 12 critères et indicateurs, alors que pour l'empreinte carbone, on s'amplifie sur un seul indicateur qui est les émissions de gaz à effet de serre. Et après, c'est pour, en gros, des interlocuteurs différents, puisque c'est souvent pour les ACV pour des clients et des organismes de régulation, alors que pour l'empreinte carbone, ça peut être pour des investisseurs. En tout cas, c'est deux notions différentes. Néanmoins, on peut utiliser, et notamment on utilise des analyses de cycle de vie de produits pour calculer des empreintes carbone, puisqu'en fait, les facteurs d'émission qu'on retrouve dans les bases de données de l'ADEME, par exemple, proviennent généralement d'ACV, de produits. Et enfin, une autre notion qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, donc l'empreinte carbone, c'est vraiment sur les émissions qui sont induites par l'entreprise, et on ne parle pas de séquestration dans l'empreinte carbone, puisqu'on va le comptabiliser dans une autre partie. Et sur la séquestration, il faut bien prendre en compte qu'on considère de la séquestration carbone dans les produits uniquement s'il y a de la séquestration permanente, donc de long terme. L'ordre de grandeur, c'est plutôt de l'ordre de la décennie ou du siècle. On ne va pas comptabiliser les émissions de stockage sur de la biomasse sur seulement une année. Par exemple, sur la biomasse sur du raisin, on ne va pas la comptabiliser parce qu'elle sera en fait utilisée derrière pour le vin. Donc on parle vraiment de séquestration carbone uniquement quand c'est permanent. Donc dans les sols, dans le bois, etc. Et je vais laisser maintenant la parole à Corentin pour la suite. Merci Briac. Donc Briac va vous présenter les généralités sur l'empreinte carbone. Là, on va se focus un petit peu plus sur la filière vitivinicole. Dans la mesure où on a une diversité assez grande sur les différents membres de InVivo et Vinceo,
On a d'abord voulu vous présenter ça sous forme de 5 exemples d'empreintes de domaines viticoles avec lesquels on a travaillé. Et on va ensuite voir quelques leviers d'action, de réduction à disposition des fournisseurs. Forcément, on n'a pas un temps illimité, donc on ne va pas être exhaustif, on va juste faire un petit focus sur quelques points pour vraiment voir l'impact de vous, fournisseurs. Alors, donc les 5 exemples qu'on a choisis, c'est déjà de prendre, on a le CIVC, donc l'Interpro des vins de Champagne. On a un domaine de la vallée de Loire, un domaine de Provence, un domaine de la vallée du Rhône et un grand cru classé bordelais. Déjà, juste un gros warning sur le fait que faut pas prendre ça pour des généralités, c'est vraiment 5 exemples ponctuels. Faut pas partir du principe que la Provence est mieux disante que la vallée du Rhône. Là, c'est vraiment un domaine en Provence, donc attention, pas de généralité. Donc là, on peut voir l'intensité carbone par bouteille, donc en kilos de CO2 par équivalent bouteille, de ces différents exemples. Donc on se rend compte qu'on peut avoir un rapport 1 à 3 entre un domaine vallée du Rhône ou un grand cru classé bordelais, en fonction des activités de ces différents exemples. Pour avoir un ordre de grandeur, 2,1 kg ici, ça équivaut à peu près les émissions si on faisait 9 km avec une voiture de motorisation moyenne en France. Voilà, pour avoir un petit ordre de grandeur. Maintenant, en reprenant ces exemples et en partant sur une base 100, donc en mettant pour voir la répartition des émissions, si on compare la répartition entre ce qui a été présenté par Briac, donc les scopes 1, 2 et 3, donc on se rend compte que vous voyez en bleu le scope 1 et scope 2, donc tout ce qui est lié aux émissions directes de l'énergie, on se rend compte que ça ne représente pas grand-chose dans les émissions de ces domaines. Et on va voir que la majorité, ça va être le scope 3 amont, ici en rouge, et le scope 3 aval. Donc le scope 3, peu importe le domaine viticole, c'est toujours lui qui est très majoritaire. Donc on a entre 80 et 97% de l'empreinte carbone des domaines ci-dessus. Maintenant, si on redécompose les émissions de ces 5 exemples, on se rend compte, là on a mis sous la thématique énergie le scope 1 et 2, donc on se rend compte en bleu foncé que ça représente toujours pas grand-chose, forcément les chiffres n'ont pas changé. On a ensuite l'achat de verre, on se rend compte que c'est une grande proportion des émissions de ces 5 exemples. Pour les 4 premiers, on se rend compte que ça va entre 24 à 33% de l'empreinte. Ensuite, en bleu clair, on ne voit pas forcément bien, c'est les achats de services qui sont souvent en données monétaires, donc pas forcément hyper précises. On se rend compte que c'est une part pas énorme, sauf pour le domaine de Bordeaux, où là, forcément, il y a pas mal vu que c'est assez haut de gamme, on a pas mal de frais liés à de la communication ou du conseil technique ou conseil en général. On a ensuite tous les autres achats qui représentent une part aussi assez importante pour les 4 premiers exemples. Donc ça peut être achat de fournitures sur la partie viticole, ça peut être sur les intrants œnologiques, donc c'est vraiment tous les achats. On a ensuite la logistique amont et aval en saumon. En rose, on a l'immobilisation. Pareil, à Bordeaux, on voit que là, on dénote un peu sur les 4 premiers exemples parce qu'on a une part un peu plus grande, vu qu'il y a peut-être plus d'immobilisation liée au parc immobilier. On a ensuite d'autres postes comme les trajets domicile-travail et pro, les déplacements visiteurs et quelques autres postes rassemblés sous assez anecdotiques. Donc le message à retenir de cette slide, c'est que ce qui est encadré en rouge, c'est ce qui concerne tous les achats. Donc qui dit achat dit forcément fournisseur derrière. Donc vous, fournisseurs, avez un grand rôle à jouer. On aurait pu même mettre une partie de la partie logistique amont et aval, vu que pour acheminer un achat fournisseur, forcément il y a de la logistique amont. Donc c'est vraiment un point important. Si on raisonne l'empreinte filière vitivinicole, donc ça c'est une étude qui a été faite par l'ADEME, les 3 interpros bourguignonnes, bordelaise, champenoise, on a aussi l'IFV, Nomacorg, Veralia, LOIV et Alco. On se rend compte que le conditionnement c'est jusqu'à 50% du poids carbone de la filière vitivinicole, suivi du transport avec 19%, 18% de la viticulture et 8% de vinification. Voilà, c'est pas forcément intuitif, mais c'est juste pour qu'on ait un ordre de grandeur. Donc on va passer au levier. On commence sur la partie matière sèche, donc conditionnement, vu qu'on a vu que c'était ce qui avait le plus gros poids. On fait un petit focus sur le verre, vu qu'on a vu que c'était pour nos 5 exemples une part importante des émissions.
Là, vous pouvez voir sur les barres en bleu la comparaison du poids moyen des bouteilles. Forcément, le CIVC qui dit vin effervescent dit contrainte technique vu qu'il y a de la pression. Forcément, le poids moyen est supérieur aux autres. On voit qu'il y a des grosses disparités suivant les domaines et ça va avoir un fort impact sur les émissions. On a aussi représenté le pourcentage de verre blanc. On voit forcément en Provence, on a 100% de verre blanc. Vallée de la Loire, on a 12%. Il y a aussi un impact qui est expliqué ici. Donc à droite, si on compare les facteurs d'émission, on se rend compte que le verre extra blanc, donc concrètement les bouteilles transparentes, on est un facteur d'émission quasiment 2 fois supérieur au verre de couleur. Donc ça, c'est intimement lié au taux de calcin incorporé. Donc taux de calcin, c'est taux de recyclage pour la fabrication. Donc les verres de couleur, on a 70% et 90% de la fabrication qui est issue de matières recyclées. Verre blanc, on n'a que 10 et 20%. Forcément, on a besoin de plus de pureté, donc ça nécessite un tri préalable. Donc c'est ça qui va expliquer justement cette différence de facteur d'émission entre verre blanc et verre de couleur. Donc là, on a déjà un levier. Si là, on a pris l'exemple du verre, mais si cet exemple, il peut être élargi en fait à toutes les matières sèches dans tout le conditionnement. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment réfléchir éco-conception. Donc, dans un premier temps, il faut réduire. Donc, c'est-à-dire, on peut réduire le poids. Là, on avait l'exemple des bouteilles. On peut réduire le volume et le nombre de matières. On peut aussi, par exemple, se questionner sur est-ce qu'on a forcément besoin de mettre une coiffe ou pas. On peut augmenter à la fois le pourcentage de recyclé, mais aussi le pourcentage de recyclable. Donc en fin de vie, la bouteille, par exemple, une fois qu'elle sera utilisée par le consommateur, est-ce qu'elle est recyclable ou pas? C'est pareil pour tous les autres matériaux utilisés, donc ça peut être les caisses en bois, etc. Et ensuite, forcément, choisir à la fois des matériaux et les techniques les moins impactants et des fournisseurs responsables qui soient certifiés et idéalement aussi locaux, tout en gardant forcément les fonctions nécessaires de l'emballage, donc protection, transport et promotion. Maintenant, on passe au levier d'action fret. On a vu que c'était 19% environ de la filière vitivinicole française. Alors, on a repris ces 4 autres exemples où on avait des données un peu assez fines. Donc là, on a la répartition des tonnes kilomètres. En fret, en fait, on raisonne en tonnes kilomètres. Concrètement, si une tonne parcourt 1 kilomètre, on a une tonne kilomètre. Donc ça prend en compte à la fois le poids transporté et la distance. Donc là, on a la répartition de 4 exemples. On se rend compte qu'on a 8%, sur ce domaine bordelais, on a 8% des tonnes kilomètres qui correspondent au transport routier, donc en bleu foncé, 92% au bateau, donc transport maritime, et le reste en rouge ici, c'est la part du transport réalisé en avion. Donc si on se fait un focus par exemple là sur ce domaine Champagne 1, on se rend compte qu'on a 5,7% des tonnes kilomètres du fret de ce domaine qui sont liées au transport en avion. Si on traduit ça en émissions, on se rend compte que ces 5,7% en tonnes kilomètres représentent 66% des émissions de ce domaine. Donc forcément, un levier assez intuitif, c'est d'essayer de réduire au maximum les transports en avion et maximiser tout ce qui est transport maritime. Donc là, on a synthétisé tous les facteurs d'émission pour le transport de marchandises. Sans surprise, l'avion de marchandises a le plus haut facteur d'émission. Il est suivi de tout le transport routier. Là, on a des moyennes nationales. Ça peut vachement varier en fonction en fait, du type de camion et du taux de remplissage. Donc, il y a une grosse variation. Il y a des leviers intra-transport routier à activer aussi. Donc, on a suivi de la partie train et de tout ce qui est transport maritime. Au niveau de la viticulture, donc les différents leviers d'action, là on s'est focus, juste pour revenir, on a vu sur la filière vitiviticole française, on est à environ 18% des émissions. Intuitivement, ça peut paraître pour un peu plus, parce que souvent un domaine, on passe une grande partie du temps sur cette partie, donc c'est que 18%. Là, on a fait un petit focus sur les piquets. Là, on compare, sans prendre en compte la durée de vie, les différents piquets. Forcément, acier galvanisé, on a une intensité carbone supérieure à tout ce qui est piquet PVC et piquet bois. Quand on regarde les piquets bois, en fonction de la provenance du bois, il y a une grosse différence.
pas forcément à cause du transport, mais aussi à la façon dont la forêt est gérée. Les forêts françaises, qui sont globalement bien gérées, avec un bon taux de renouvellement et peu de déforestation, on a forcément une empreinte, une intensité carbone inférieure au piquet bois monde, disons, où là, il y a plus de déforestation. Si on ramène ça en prenant en compte la durée de vie des piquets, les piquets de bois Origine France restent les mieux disants, mais si on recompare les piquets bois monde avec les piquets acier, c'est pas forcément meilleur. Parce que on part d'un taux de renouvellement supérieur avec une durée de vie, on va dire, moyenne lissée à 20 ans pour les piquets de bois contre 50 ans plutôt pour les piquets acier. Donc il y a bien toutes ces problématiques à prendre en compte lorsqu'on réfléchit carbone. Un dernier petit focus sur les engins viticoles. On a pu travailler avec un domaine qui s'est questionné justement sur son parc de véhicules. Donc à la fois en bleu foncé, vous avez les émissions de fabrication des différents engins viticoles amortis sur la durée de vie, et en bleu plus clair, on a les émissions liées à l'usage. Le mieux disant, c'est le robot électrique autonome. Après, forcément, il engendre les contraintes qu'on connaît tous. On ne peut pas faire tous les travaux. Ça nécessite des investissements et aussi un suivi. On a le tracteur thermique classique qui est le plus émissif. Si on regarde le tracteur électrique, on a plus d'émissions à la fabrication, mais on se rattrape à l'usage. Forcément, l'électricité en France, vous le savez peut-être, elle est décarbonée, elle est principalement décarbonée. Donc on rattrape les émissions de fabrication à l'usage où on va moins émettre qu'en utilisant du GNR. On a aussi d'autres types de carburants avec le B100, donc principalement à base de colza, et l'HVO100, c'est donc des huiles usagées. Je vois le temps qui passe, on va passer très rapidement sur la partie énergie. Ça ne concerne pas forcément les fournisseurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 3 leviers d'action, à la fois sur la sobriété, en essayant de réaliser au maximum d'économies. On a possibilité de changer de vecteur énergétique en favorisant l'électrification des process, vu qu'en France, comme je l'ai dit, on a une électricité plutôt décarbonée. Et aussi, on a le levier efficacité énergétique. Merci de nous avoir écoutés, et on va passer la parole au prochain intervenant. Et on vous retrouve pour les questions en fin de présentation. Merci beaucoup. Oui, il n'y a plus des questions, il y en a plein. C'était très clair. Je propose à Caroline Prété-Lataste du CIBV de prendre le relais directement. Merci. Je partage juste ma présentation. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Caroline Prété. Je viens de rejoindre le service technique du CIBV. Je suis en charge de la stratégie carbone et des projets environnementaux. Donc j'ai prévu une présentation en 10 minutes pour vous parler des achats responsables et de nos initiatives auprès des fournisseurs de la filière. Tout d'abord, je voulais juste vous rappeler, comme l'ont fait mes collègues précédents, que nous aussi, nous avons une trajectoire carbone dans laquelle nous sommes engagés depuis 2007, date à laquelle nous avons réalisé notre premier bilan carbone. Puis nous l'avons réalisé de nouveau en 2013 et en 2019. Et c'est notre bilan carbone de 2019 qui nous a permis de fixer nos objectifs pour 2050. À côté de cette stratégie carbone, nous avons aussi des forts engagements sur le management environnemental, et depuis 2010, nous travaillons avec le SME. Et depuis 2020, nous avons lancé notre démarche RSE qui s'appelle Cultivons demain. Aujourd'hui, en 2023, nous avons 81 entreprises qui sont labellisées. Notre stratégie à 2030, c'est d'arriver à 1000 entreprises labellisées dans le cadre d'une démarche de développement durable. Ce serait d'avoir 30% des vins qui sont commercialisés par des entreprises qui sont labellisées Cultivons demain, et d'avoir 100% de nos surfaces certifiées ou labellisées dans une démarche environnementale. Quand je dis 100%, c'est 100% du vignoble bordelais. Pour 2030, on s'est fixé une diminution de 54% exactement de nos émissions. Ça nous permet de rester dans le scope des accords de Paris. C'est une diminution de 54% qui
qui est calculé à partir du premier bilan de 2007. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai remis nos derniers résultats de notre bilan carbone de 2019 qui avait été réalisé par Carbone 4. Vous voyez qu'à Bordeaux, de manière globale, alors c'était un petit peu moins vrai dans les diapositives qui viennent d'être présentées, mais au global, à Bordeaux, c'est le poste conditionnement qui est le plus important dans les émissions, qui est le plus émissif, suivi de celui qui concerne le fret routier et enfin tout ce qui est énergie et notamment le fuel. Et on a aussi une partie d'immobilisation qui rentre en compte dans notre bilan carbone. Ce constat, ça nous a permis de travailler sur 5 axes prioritaires. Donc, nous, on travaille au niveau global et au niveau de la filière. On s'est engagé d'abord sur le verre et sur le conditionnement puisque c'est notre poste le plus émissif. On a déjà beaucoup travaillé sur la réduction du poids de la bouteille. On travaille aujourd'hui, on continue à travailler sur l'éco-conception, notamment avec Adelph, et on envisage aussi de développer largement le réemploi des bouteilles. Ensuite, sur le fret, on a des actions collectives pour réduire l'impact du fret. Vous avez vu sur les diapositives qu'on a beaucoup réduit le fret aérien. On a encore des progrès à faire, mais on essaie d'y travailler de plus en plus. Et on a des travaux qui sont engagés avec le Grand Port de Bordeaux et les voies navigables de France pour développer à la fois le transport maritime et le transport fluvial. Sur les pratiques vinicoles, on travaille pour identifier, tester et déployer des alternatives permettant de réduire la consommation de fuel agricole et l'utilisation d'intrants. Briac et Corentin vous ont déjà présenté quelques idées. Et on travaille également sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments afin de réduire le poste énergétique et immobilisation. Comme on est aussi une filière agricole, en parallèle de tous ces travaux et de tous ces engagements en réduction, on a aussi des actions de compensation et notamment de plantation de forêts durables. Très vite, je vais passer parce que j'en ai déjà parlé sur les actions qui sont menées. Du coup, pour inciter les producteurs et les négociants que l'on représente, on travaille par groupe de travail. Donc, on a déjà lancé pas mal, qu'on continue et qu'on alimente. On réalise des journées d'information pour nos entreprises labellisées Cultivons Demain et on partage de nombreux outils par le biais de fiches d'information ou d'outils de pilotage que l'on met à disposition de tous nos ressortissants. Et puis, vous aurez une présentation après moi de Wine Pilot qui en dira plus sur les outils que l'on peut partager. On m'a demandé aujourd'hui de prendre la parole sur les achats responsables. Donc, nous, on a travaillé plutôt dans le cadre de notre démarche Cultivons Demain sur le fait de rendre les achats responsables pour avoir des relations commerciales durables et pour officialiser notre volonté de passer d'une simple relation client-fournisseur à une véritable relation de partenariat. C'est un travail qu'on a mené en co-construction entre les professionnels de la filière et nous, interprofessions, et on a travaillé avec des grands groupes et des domaines plus petits. Tout d'abord, qu'est-ce que sont les achats responsables? Alors, j'ai repris 2 définitions des achats responsables. Celle de l'ADEME qui dit qu'un achat durable repose sur la prise en compte dans les achats des 3 piliers du développement durable, que sont l'environnement, le social et l'économie. Et puis, je vous ai aussi remis ici la définition des achats responsables dans l'ISO 20400, qui sont un achat responsable est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs. Donc nous, on a travaillé en 4 étapes pour évaluer tous nos fournisseurs. On pense que d'abord, il faut lister ces fournisseurs, savoir lesquels on va interroger. Deuxièmement, les évaluer. Troisièmement, pondérer nos différents critères d'évaluation, puisque chaque intervenant, chaque client va avoir des critères d'évaluation qui lui sont propres. Et ensuite, on va pouvoir comparer et hiérarchiser nos fournisseurs. Pour faire ce travail, on l'a fait via le biais de questionnaires. On a mis en place 8 questionnaires spécifiques. L'un qui concerne le conseil œnologique, l'autre tout ce qui est embouteillage. On a un autre questionnaire pour l'outillage, les matières sèches, le verre, tout ce qui est établissement de travaux agricoles.
pépiniéristes et transporteurs. À chaque fois, nos questionnaires, ils sont composés de 3 parties. D'abord, on demande des informations génériques sur la caractérisation de l'entreprise et de son marché. Ensuite, on demande des informations plus spécifiques sur l'organisation de l'entreprise et enfin, tout ce qui est engagement dans le développement durable. Donc là, à chaque fois, les questionnaires, ils se présentent comme ça. C'est des fichiers Excel qui sont personnalisables et que vous pouvez... donc, je vous ai mis juste le haut là, du questionnaire matière sèche, mais après, on a toutes les questions qui viennent après. Si je détaille par exemple toutes les questions qu'on a sur le questionnaire matière sèche, on va demander aux fournisseurs quelle est leur implication dans le territoire, quelle est la politique de ressources humaines qu'ils mènent, est-ce qu'ils ont des reconnaissances et des certifications, est-ce qu'ils sont engagés dans certains labels, quelles sont leurs actions pour avoir une gestion en relation client la plus réactive et la plus apaisée possible, quels sont leurs référentiels au niveau qualité produit. On leur demande aussi des questions spécifiques sur leur impact carbone et sur la gestion des déchets. Sur l'impact carbone, on demande aux fournisseurs de pouvoir nous fournir leurs données d'émissions de gaz à effet de serre sur leurs différents produits ou prestations. C'est ce qui était présenté par exemple par l'Aude Caroline en tout début de webinaire qui présentait les émissions de son bouchon Diam. On demande aux entreprises aussi quels sont leurs objectifs de réduction des gaz à émissions de serre et puis leurs actions d'éco-conception et les actions de compensation qui sont d'ores et déjà engagées. Donc, tous ces outils, ils sont disponibles sur le site internet, sur l'intranet de Bordeaux Connect pour les vignerons et les négociants qui nous écoutent. Et puis, pour d'éventuels fournisseurs qui voudraient avoir les questionnaires, n'hésitez pas à me les demander. Je pourrais vous adresser le questionnaire qui vous concerne spécifiquement. Si vous avez besoin de continuer, de poursuivre votre réflexion sur les achats responsables, donc il y a les outils que nous mettons en place, mais il y a aussi différentes normes qui vous permettent de réfléchir. Il y a l'ISO 20400 qui donne des lignes directrices pour intégrer la responsabilité sociétale dans les processus d'achat. Il y a la charte au niveau français des relations fournisseurs et achats responsables. Je vous ai mis un QR code qui vous y envoie direct avec le label RFAR, c'est-à-dire Relations fournisseurs et achats responsables du gouvernement, qui est aligné sur cette ISO 20400 dont je parlais en début de slide. Et puis, vous pouvez aussi travailler à partir de la norme qui est mise en place par l'OMS, qui s'appelle le Global Compact, et qui permet aux équipes d'achat et aux fournisseurs de prendre des mesures qui permettent d'améliorer à la fois les conditions de travail des chaînes d'approvisionnement mondiales. Voilà. J'ai été assez rapide. Je vous ai laissé mes coordonnées si vous avez besoin d'autres éléments et notamment si vous avez besoin que je vous envoie les questionnaires fournisseurs. Merci à tous. Merci beaucoup, présentation très claire et merci pour l'invitation à la réflexion en fin de, en fin de présentation. Ce sera transmis de toute façon. Ceux qui le souhaitent pourront demander, avec l'accord des intervenants, bien sûr, les présentations pour récupérer de l'information utile comme celle-ci. Sans tarder, j'invite nos derniers intervenants, s'ils interviennent à deux, Frédéric Voll et éventuellement Philippe Gréziac de Wine Pilot, à présenter cette initiative que nous lançons entre Innovin et Vincéo. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Je fais un petit test micro. Oui, C'est tout bon? je ne te vois pas Ok. encore. Vous ne me voyez pas encore? Voilà, mais c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Là, vous voyez la Tout présentation? Allez, Oui. tout parfait. Quelques galères. Alors, avant de rentrer sur le vif du sujet, juste qu'on soit bien conscients tous ensemble que le sujet de la décarbonation, c'est un élément parmi un ensemble qui a été abordé dans les interventions, qui est plus grand, qui est l'environnement. Il n'y a pas que le carbone, il y a d'autres indicateurs. Donc, et quand on parle d'environnement, on parle de pilier environnemental, on parle de RSE. Et quand on parle de RSE, on est aussi sur les sujets de conformité, déclaration extra-financière type CSRD. Donc, ça fait beaucoup de choses à intégrer avec des mots un peu barbares, mais tout ça a pour point commun des pratiques qui sont réalisées par les entreprises et par les fournisseurs, le scope 3. Voilà. Donc, nous, Wine Pilot, by Food Pilot, on a une plateforme, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on est sur le sujet carbone dont on va parler, mais on le voit et c'est la demande, on va aller
de plus en plus vers une empreinte environnementale et le pilotage RSE des filières, des fournisseurs du scope 3. Voilà. Je voulais faire ce mot en introduction avant de zoomer sur le sujet qui nous intéresse, parce qu'il faut bien commencer par un sujet, et le carbone, c'est déjà un gros morceau. Alors, on a fait quelques diapositives, ça fait quelques mois qu'on réfléchit avec plusieurs partenaires, Innovin, Vinceo, pour se dire, finalement, on se rend compte que les équipementiers font des efforts, font des bilans carbone, font des ACV, et c'est un secteur finalement qui a engagé pas mal de démarches. Donc, la question, c'est est-ce que c'est visible collectivement? Non. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a un besoin de travailler sur la partie collective. La deuxième chose, c'est la notion d'action. Si on met de côté l'emballage qui représente 50%, qui est un poste très important et pour lequel il y a des actions à mettre en place avec des alternatives, ça a été dit par Carbone 4. Si on prend tout le reste, les piquets, etc., on prend l'exemple d'un client, par exemple Gérard Bertrand, le groupe Gérard Bertrand, si pris séparément, un piquet, ça va faire 0,8% des émissions, plus les barriques, plus. Et en fait, individuellement, ça reste faible. Quand on fait la somme, ça peut représenter 15 à 20% du bilan carbone. Et donc, on est déjà collectivement plus fort pour porter auprès de vos clients une logique de décarbonation. Le troisième point, c'est l'implication, puisqu'en fait, on se rend compte, on va le voir, et si on a le temps, avec Philippe, on vous fera une démo de l'outil client, des outils que nous avons développés chez les entreprises et chez les interpros. Ces entreprises et ces interpros, en fait, elles cherchent des solutions durables, hein, le CIVB en fait partie, pour dire comment est-ce qu'on collecte de la donnée, comment est-ce qu'on valorise le travail d'action qui est fait pour pouvoir finalement suivre une trajectoire de décarbonation à l'échelle d'un vignoble. Et donc, l'idée qui vient, c'est de dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ensemble, inventer, innover pour développer votre business. Donc, il y a une visée environnementale parce que chacun fait son effort, mais il y a aussi une visée business pour dire est-ce que ce n'est pas un moyen pour mieux interagir avec nos clients et partager certains investissements. Donc, l'idée, et on est là pour la discuter avec vous, c'est d'abord une ambition alors, à partager ensemble, c'est pourquoi pas créer une coalition des équipementiers. Et effectivement, on l'a vu, hein, on a des engins agricoles, on a des piquets de bois, on a des bouchons, on a des emballages, mais très différents. Mais finalement, Innovin et Vinceo, c'est aussi des collectifs avec des entreprises très différentes. L'idée, le point commun, c'est de pouvoir accélérer ensemble la décarbonation du secteur viticole, déployer plus rapidement vos solutions. Voilà. Et c'est initié par Innovin et Vinceo, mais on va le voir après. L'objectif est de pouvoir élargir. Voilà. Je fais juste un contrôle micro, vous m'entendez bien ? Balkis, tout va bien? Oui, tout va bien. Ok, super, parce que comme je ne suis pas dans mon bureau. Alors, donc pour y arriver, on nous propose de mettre à disposition la solution Wine Pilot. Donc Wine Pilot, c'est une solution digitale qui permet de mesurer facilement et rapidement. Je ne vais pas avoir le temps de détailler les sous-jacents techniques et scientifiques derrière, mais en fait, on a une robustesse scientifique et une facilité de mise en place par rapport à des ACV complètes ou à des bilans carbone complets. Donc, la notion de facilité et de rapidité, c'est vraiment un point clé. C'est ce qui nous a guidés, notamment dans le déploiement des outils interprofessionnels avec la Bourgogne, Bordeaux et la Loire récemment. Ensuite, deuxième temps, puisque là on parle beaucoup de calcul, c'est de pouvoir construire un plan d'action et progrès. C'est-à-dire que la logique de décarbonation, c'est surtout une logique d'action, et il y a des actions qu'on peut mener individuellement et des actions qu'on peut mener collectivement. Et donc tout ça peut être mesuré et doit être calculé dans les impacts. Pour piloter la coalition, on agrège des données spécifiques de fournisseurs. Donc là, je vais revenir sur ce terme qui est très important. Données génériques, données spécifiques. Données génériques, c'est les bases de données qui vous les donnent, ça a été dit. Données spécifiques, c'est vos propres données ou les données de vos fournisseurs. La différence, c'est qu'on est plus précis. Et l'autre différence très importante, c'est qu'on peut agir sur des données spécifiques, c'est-à-dire que vous pouvez appeler votre fournisseur. Sur des données génériques, c'est des bases de données. Je rentre un peu dans les détails techniques, mais c'est vraiment le cœur du travail qu'on va faire. Et ensuite, l'idée, c'est aussi d'aider les interpros à améliorer finalement leur démarche auprès de leurs ressortissants. Alors, notre plateforme, en fait, elle a deux
elle est adressée aujourd'hui à deux types de clients. Donc, d'un côté, les interpros, de l'autre côté, les entreprises. Et ce qu'on propose de faire, c'est faire finalement une troisième offre avec des équipementiers, avec les spécificités des équipementiers. Alors, pour rester sur les plateformes actuelles, donc la plateforme Interpro, elle est déployée en Bourgogne, dans la Loire, en Bordeaux, dans le sud-ouest et dans d'autres régions qui nous ont demandé de ne pas encore communiquer, mais c'est des grosses régions viticoles. L'outil, c'est un système simple qui s'adresse au plus grand nombre. Donc, on est dans une logique de massification pour avoir collecté les données les plus impactantes sur l'empreinte carbone. Alors, l'empreinte carbone, dans un premier temps, parce qu'on en a parlé, mais également, et Bordeaux l'a cité, on commence à collecter des indicateurs RSE pour pouvoir piloter notamment les démarches Bordeaux Cultivons 2. Ça, c'est sur la gauche de la diapositive. Sur la droite de la diapositive, vous avez des entreprises. Alors, la différence, c'est le périmètre fonctionnel. Par exemple, donc je ne vais pas citer les logos, on va plus loin dans notamment la mécanique de la data, puisqu'en fait, on télécharge directement les données dans les systèmes d'information. On a un véritable ERP et on va plus loin dans l'exploitation des données, et notamment toute la partie publication dans les référentiels CSRD, les data points quantitatifs, puisque la plateforme permet de les alimenter. Bon, je rentre un peu dans le détail, mais c'est pour montrer qu'il y a une fonctionnalité qui permet d'aller sur ces aspects-là. Donc, les deux plateformes fonctionnent ensemble, hein, c'est-à-dire qu'une entreprise comme le domaine La Bruyère, elle est dans la version entreprise et c'est connecté à la version Interpro. Alors, comment pourrait marcher cette plateforme? Donc, vous l'avez compris, il existe déjà deux plateformes qui tournent. Les plateformes Interpro, j'ai oublié de le dire, c'est un point important, la plateforme Interpro, elle est soutenue par l'ADELF qui a été cité tout à l'heure. Donc l'ADELF, c'est un éco-organisme qui travaille sur l'emballage. Ils ont un objectif climat qui est une stratégie au niveau global et c'est eux qui ont financé le premier pilote en Bourgogne et qui continuent de soutenir d'ailleurs financièrement toutes les interprofessions avec l'outil OnePilot. On agrège des données de tous les adhérents, on pilote des actions, on anime des démarches de progrès. Sur les entreprises, on importe les données, on mesure le coût environnemental, on fait des trajectoires et on va plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Là, je pense qu'il est important de s'arrêter pour comprendre. La plateforme fournisseur, elle pourrait permettre, sur la base d'un travail volontaire, hein, l'idée c'est qu'on rentre dans une démarche finalement de R&D avec les entreprises volontaires. L'idée serait de mesurer par métier les impacts carbone. Alors les bouchonniers, les tonneliers, le Néo à lever la main, on souhaiterait qu'il y en ait plus, grâce au système semi-spécifique. C'est quoi le système semi-spécifique? Excuse-moi, l'idée. Gilles Brianceau, tu as eu un petit truc sur ta présentation, là, une alerte des échos sur la contribution des plus fortunés. Je pensais que c'était une animation dans ton truc, mais apparemment oui, non. Bien vu. Voilà. Bien vu, merci. Bien vu, j'ai pas fait attention. Donc le système semi-spécifique, en fait, c'est une approche qu'on a développée qui consiste à aller chercher les données les plus impactantes par rapport à une empreinte environnementale ou une empreinte carbone. Donc concrètement, une ACV sur un produit, ça peut être 200 ou 300 items. Nous, on va en chercher 10 fois moins, mais ces 20-30 indicateurs, ils font 80% de l'impact. On complète par des données génériques. Donc, c'est pour ça qu'on est sur du semi-spécifique. Ce n'est pas 100% spécifique, pas 100% générique, c'est du semi-spécifique. Et je rentre un peu dans les détails, mais ça a une incidence très directe, c'est-à-dire qu'en termes de collecte d'informations, c'est plus simple, puisqu'on va chercher qu'un certain nombre de données, et ça reste robuste scientifiquement, puisqu'on complète avec de la donnée générique. Et on agit sur les données, sur les indicateurs spécifiques les plus impactants. Je rentre un peu dans les détails, je vais m'arrêter là. Tout ça pourquoi? Le but, ce serait de remplacer chez vos clients la donnée de référence par vos données réelles. C'est-à-dire que Carbone 4 l'a très bien dit, bilan carbone, ce sont des facteurs d'émission par rapport à des données d'activité. Facteur d'émission, un bouton, ça émet, je n'ai pas en tête, X kilos de CO2 par kilo, etc. Et donc, on voit, autre élément, quand vous achetez du matériel, dans les bilans carbone, on traduit des kilo-euros en kilotonnes, selon des ABAC qui sont justifiés. Et en fait, on peut aller plus loin, et vous allez plus loin, vous, en tant que fournisseur, puisque vous êtes allé travailler sur votre sourcing acier, vous allez travailler sur le côté moins énergivore, et tout ça n'est pas du tout visible dans les bases de données qui permettent de faire les bilans carbone. Donc là, on a un vrai enjeu, c'est pour ça que c'est un sujet de collectif et de R&D quelque part, ce serait de remplacer les données de référence qui existent, qui sont utilisées tous les jours, par des données réelles
et finalement améliorer le bilan carbone, voire corriger les données de référence, parce qu'on a aussi ce sujet-là que je n'ai pas le temps de développer. On a des données de référence qui peuvent être aberrantes. Et le dernier aspect, et vous comprenez l'intérêt, c'est que si on peut travailler, on a déjà des marques d'intérêt de Bordeaux, de Bourgogne, pour pouvoir connecter en fait les plateformes, pour pouvoir actualiser et donc finalement rendre compte du travail et finalement être le fournisseur qui est le moins émissif dans une liste de fournisseurs, ou être le fournisseur qui met en place des actions avec des engagements et des trajectoires de réduction qui sont visibles. Je vous ai dit l'essentiel de l'ensemble. Je pense qu'on n'aura pas le temps parce que je pense que c'est bien de prendre des questions après. L'outil, en fait, c'est un outil SaaS avec tout un système de gestion des utilisateurs. Donc, vous avez ici quelques copies d'écran où vous mesurez l'empreinte carbone on retrouve les différents postes qui ont été cités. On a la trajectoire de décarbonation et puis on a aussi l'outil de comparaison. Voilà. Donc là, on est dans le cas, non pas d'un équipementier de la filière viticole, on est dans le cas d'une exploitation viticole dans le château de Meursault, voilà, puisqu'il est cité dans la diapositive. Voilà. On n'a pas le temps de faire de la démo. Donc, il me reste 2 diapos pour le sujet. Donc, aujourd'hui, on souhaite lancer la démarche avec Innovin, avec Vinceo, avec Eneo. On souhaiterait engager d'autres fournisseurs. Alors, pionnier, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, des gens qui prennent conscience, qui calculent, qui font, qui essayent, qui voient. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le comment, sur la comparaison, peut-être un peu seul parfois, ou seul avec leurs concurrents dans un secteur d'activité. L'idée, c'est vrai qu'effectivement, de pouvoir partager ça dans un collectif. On n'oublie pas l'emballage, en tout cas le verre avec Adelph, parce que c'est un poste important et ils sont associés. Et donc, voilà, la démarche, ce serait de recueillir votre avis. Donc, ce webinaire, il est là pour que vous puissiez nous dire directement, indirectement, ça m'intéresse pas tout de suite ou tout de suite. Et puis après, vous avez compris l'intérêt du business, vous avez compris aussi d'être force de proposition pour faire évoluer le référentiel. Hein, les kilos de CO2 qui sont des kilos euros dépensés, quand on voit la finesse de certains bilans carbone, c'est aberrant. C'est même j'ai employé un autre mot, c'est dommage en tout cas. Et puis la communication des interpros, puis il y aurait un sujet aussi de communication par rapport aux efforts des équipementiers. Il me reste une diapo et je pense que je suis à peu près dans les temps pour laisser les questions. Donc, comment ça fonctionne? On a des porteurs de la coalition que sont Innovin et Vinceo. On a une ouverture au national avec le club des entrepreneurs de Champagne. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont présents. Le cluster Rosé Provence et d'autres. Il y a 3 petits points parce que ça peut être aussi également à l'international. Je pense que Gilles et Balkis pourront en reparler. Donc, c'est pas un sujet régional, c'est pas un sujet qu'Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine. Et les acteurs, je les ai cités, les clients pilotes, on les a également cités. Et puis, l'ultime point, c'est que ça va dépendre beaucoup de ce que vous allez nous dire, mais peut-être qu'on pourrait être éligible à un programme national ou européen, parce que les sujets qu'on porte sont des sujets très importants pour les filières. Donc là, pour l'instant, c'est 100% privé, on va dire. On n'a pas de fonds publics et sont associés, à voir si on peut en lancer quelques-uns. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on a le temps d'ouvrir quelques questions. Merci beaucoup, merci à tous pour vos interventions et aussi pour vos questions. Je donne la main à Julie Cicatello pour relister les questions qu'elle a récoltées au fur et à mesure du webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez compléter votre question, à compléter. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole, je ne pense pas, mais par écrit, à minima. Et Balkis, je me permets d'ajouter, partez pas tous comme ça petit à petit parce que c'est l'heure, parce que vous êtes pressés, etc. On voudra quand même, par rapport notamment à la dernière présentation de Frédéric, faire une sorte de petit sondage à main levée auprès de ceux qui sont dans le public fournisseurs de la filière vitivinicole et si l'initiative que Frédéric a présentée leur parle, les intéresse potentiellement et à ce moment-là, lever la main, pour nous, c'est intéressant de savoir si on suscite un intérêt modéré, très faible ou si on est complètement à côté de la plaque. Voilà. Donc mettez-le soit dans le commentaire si vous devez partir, soit levez la main, soit on verra. Donc pardon Frédéric et Balkis.
En fait, c'est Julie qui gère les questions. On va reprendre dans l'ordre donc des interventions, hein. Bonjour. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre des interventions. Donc, la première question, c'est pour Caroline Forgue. Est-ce que la fresque du climat est-elle une bonne porte d'entrée pour acculturer ses salariés à la démarche carbone? Oui, complètement. Oui, ça permet, c'est un atelier quand même assez long, de 3 heures, donc qui permet à la fois de comprendre les causes et les conséquences du changement climatique et ensuite d'organiser un atelier un peu à votre main qui permet d'aborder, quand vous l'avez, le bilan carbone de l'entreprise ou bien de focaliser plus sur des actions à mettre en place et donc plus mettre en mouvement et oui, et faire participer les salariés à la définition d'actions. Donc c'est tout à fait mobilisateur. Merci. Pour Carbone 4, donc bonjour. Quelle est la différence entre l'empreinte carbone et le bilan carbone? Alors, l'empreinte carbone, c'est un terme générique, alors que bilan carbone, c'est une marque déposée. Mais globalement, c'est la même chose. C'est juste que bilan, c'est une marque déposée et empreinte, c'est un terme qu'on peut utiliser partout. Merci. Donc, c'est toujours pour vous. J'ai beaucoup de questions. Peut-on considérer que du carbone est stocké dans le bois des barriques, au-delà du fait que des émissions soient engendrées pour la fabrication de ces dernières? Alors, oui et non, tout va dépendre en fait du devenir de la barrique. Typiquement, si on va incinérer la barrique après utilisation, bah forcément, le carbone sera relargué, le carbone stocké sera relargué dans l'atmosphère. Après, oui, si on utilise la barrique en bois d'œuvre ou même, voilà, là, on peut considérer qu'il y a du stockage. Ok. Laura a demandé, concernant les comparaisons que vous avez fait en début avec les diapos, les périmètres étaient-ils les mêmes, le no-tourisme inclus, quid de l'effet millésime? Alors, dans Peut-être. notre cas, oui, les périmètres là étaient les mêmes. On a pris le no-tourisme justement parce qu'on a pris la catégorie déplacement des visiteurs. Suivant le référentiel de la norme de type d'empreinte carbone qu'on choisit, on n'est pas forcément obligé d'inclure les déplacements des visiteurs. Là, dans ce cas-là, on les a inclus. Ok. Alors, concernant les données carbone, où sont-elles hébergées? Alors ça, elles sont hébergées chez les clients qui le font. Et puis après, je crois qu'il y a aussi une diffusion qui doit être faite, qui doit être publique. Je crois que c'est au niveau de l'ADEME. Peut-être Ok. que la question concernait peut-être plutôt les données de référence, Ah, les facteurs Agribalise, d'émission etc. de référence? Alors, si c'est ça la question, en effet, il y a des bases de données publiques, comme par exemple la base empreinte de l'ADEME. Donc là, c'est sur Internet. Vous cliquez base empreinte sur votre moteur de recherche et vous créez un compte gratuitement et vous avez accès à des facteurs d'émission qui sont publics et génériques. Par contre, c'est des données des facteurs d'émission qui sont, donc, comme je disais, génériques, c'est-à-dire que c'est des moyennes du secteur. C'est pas forcément des facteurs d'émission spécifiques de fournisseurs. Merci. Alors, quelle est la meilleure certification selon vous pour des prestataires de services logistiques? Alors, on n'est pas forcément tous les deux, Quentin et moi, spécialistes des services logistiques. On a un pôle spécialisé dans le transport. À vrai dire, là, je ne sais pas. Je pourrais leur poser la question et revenir vers vous plus tard. On travaille pas mal avec des clients qui sont engagés Fret 21, ça a l'air d'être assez, c'est cohérent en tout cas, et les leviers d'action sont intéressants et ouais, donc c'est bien. Mais on n'a pas de vue vraiment très, très exhaustive. Ok.
Ouais, Caroline, vous aviez effectivement Oui, vous avez bah, monté un c'est slide Fred Fred 21, c'est 21. pour Ouais. les chargeurs. Donc, Ouais. en tant que logisticien et transporteur, la démarche qui correspond, c'est CO2, les transporteurs s'engagent et effectivement, vous pouvez être soit juste signataire d'une charte, soit labellisé et vous engagez sur des objectifs de réduction selon différents leviers, décarbonation, formation, taux de chargement, etc. Donc voilà, c'est ce qui est reconnu en France et il n'y a pas de démarche équivalente au niveau européen, donc c'est plutôt une bonne démarche. Voilà. Merci, j'espère qu'on a répondu à la question de Sophia. Anne demande, pensez-vous que la méthode bilan carbone soit assez standardisée pour permettre de comparer les bilans carbone d'exploitation viticole entre eux? Est-ce que vous pouvez répondre? Il y a aussi Frédéric, peut-être, il a parlé Alors, de en effet, dispositifs de la match. méthode est standardisée, donc en théorie, on peut comparer les bilans carbone d'exploitation viticole. Après, il faut être sûr de qu'est-ce qu'on compare. Est-ce que tous les postes sont intégrés de la même façon dans les deux empreintes carbone qu'on compare? Et quelles sont les données d'activité qui ont été sélectionnées par l'entreprise? Quels sont les facteurs d'émission qui ont été utilisés par l'entreprise? Il y a plusieurs paramètres qui peuvent faire évoluer l'empreinte carbone du coup, d'un ou deux de l'entreprise. Donc, c'est comparable en théorie, puisque ça suit le même standard, mais après, c'est bien d'aller dans le détail, d'aller voir les données, quelles données ont été utilisées pour le calcul, afin de comparer. Peut-être pour compléter, alors peut-être que Philippe Clédiac, à défaut de présenter la plateforme, peut peut-être témoigner de ce qu'on fait en Bourgogne. On a commencé à avoir des résultats et on compare des résultats. Je ne sais pas si Philippe, tu es encore avec nous, peut-être pour en dire un mot. Oui, oui. Ouais, bah, peut-être non, très rapidement, mais effectivement, c'est une des difficultés quand les exploitations réalisent leur bilan carbone de façon isolée avec peut-être des cabinets de conseil ou des accompagnants différents. Pour comparer, c'est un peu plus complexe. Donc nous, ce qu'on a fait notamment en Bourgogne et ce qu'on va faire à Bordeaux, c'est que comme toutes les entreprises ont utilisé le même outil et la même méthode et sont sur un référentiel commun, on aura beaucoup plus de facilité à comparer leurs données et que les entreprises puissent se positionner par rapport à des moyennes de leur territoire, même voire par typologie. Donc c'est aussi un intérêt d'utiliser un outil, une plateforme numérique commune. Merci. Donc, Gilles demande pour les émissions des bouteilles, comment prendre en compte les évolutions dans l'énergie? Alors, si Oui, on prend... pour préciser, c'est parce que voilà, on vient d'être inauguré un four électrique, 100% électrique à Cognac, donc avec une grosse communication sur la baisse du bilan carbone grâce à le nucléaire français. Enfin, vous connaissez l'histoire, voilà. On connaît. Effectivement, donc c'est une bonne question. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, par secteur, on a des trajectoires de décarbonation. Donc, c'est-à-dire que si on sait qu'on a une bouteille et qu'on utilise un facteur d'émission générique, le facteur d'émission va évoluer, va être mis à jour toutes les X années. Et là, c'est justement, cette question est intéressante parce que si je reprends les propos de Frédéric, on se rend compte que là est l'importance d'aller chercher des facteurs d'émission spécifiques, donc propres à notre fournisseur, qui là prendront en compte le fait que, par exemple, on a un four 100% électrique et donc que le facteur d'émission de la bouteille soit largement inférieur au facteur d'émission générique. Donc c'est en tout cas l'énergie utilisée pour la fabrication de la bouteille, si on a des facteurs d'émission spécifiques, est bien pris en compte. On parle de prise en compte, j'en profite. Comment sait-on qu'on n'a pas compté plusieurs fois des process ou des matières en cumulant les empreintes carbone des structures? Alors, une empreinte carbone, donc c'est normal en fait d'avoir des doubles comptes sur le processus d'empreinte carbone, puisqu'en fait, dans une empreinte carbone, on prend à chaque fois l'amont et l'aval de la chaîne de valeur. Donc, de ce point de vue-là, c'est normal qu'il y ait des doubles comptes, que par exemple sur l'amont agricole, il est comptabilisé chez le vinificateur, il est comptabilisé chez le distributeur, donc ça c'est normal. Après, au sein d'une structure, il n'y a pas de double compte, c'est-à-dire que
quand on fait l'empreinte carbone d'une entité, d'une organisation, au sein de l'organisation, il n'y a pas de double compte. Mais ce n'est pas problématique d'avoir des doubles comptes dans la filière. L'objectif, c'est de montrer la dépendance de l'organisation ou de la filière aux énergies fossiles. Merci. Et quelle piste pour les industriels et fournisseurs qui œuvrent de plus en plus dans le secteur digital pour séquestrer du carbone? Alors, ça, c'est pour Carbone 4 aussi? Oui, c'était pendant votre présentation, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre par rapport au digital, s'ils ont rencontré des problématiques. Non, quelle piste? Il n'y a pas de solution miracle. Nous, ce qu'on essaye de dire et d'insister, c'est que dans un premier temps, avant de réfléchir à séquestration, c'est d'abord de réfléchir à atténuation. Dans un premier temps, on a notre empreinte. Le but, c'est déjà d'atténuer notre impact. Il n'y a pas encore de solution miracle de séquestration. Faut vraiment pas baser toute notre stratégie de décarbonation là-dessus. Les pistes, il y en a plein. On n'a pas forcément le temps de toutes les aborder. Mais c'est vrai que c'est assez à la mode de voir des entreprises qui revendiquent compenser ces émissions. Il faut prendre ça quand même avec des grosses pincettes. Oui, avec des très grosses pincettes. Voilà. Merci. J'ai une question pour Caroline Prété-Lataste. À combien de fournisseurs sont engagés dans la démarche d'achat responsable à date? Alors, nous, je ne peux pas répondre à cette question parce que nous, on fournit les questionnaires et après, c'est à chacun de voir avec ses propres fournisseurs et de remplir ces questions, enfin, de les faire remplir et de vérifier s'ils sont bien en adéquation sur leurs objectifs qui sont propres. Donc, nous, on met à disposition les questionnaires, mais on n'a pas de suivi ni de retour de ces questionnaires-là. Ok, merci. Pour Frédéric Voll, quel prérequis pour intégrer la plateforme OnePilot? Alors, le prérequis, c'est d'être soit une interpro, soit une entreprise qui produit et qui vend du vin, soit un équipementier. Donc, il n'y a pas de prérequis. Si la personne qui a exprimé ça est un producteur de vin, il faut qu'il se rapproche de son interprofession pour la version collective. S'il souhaite, si c'est une entreprise qui souhaite la version entreprise, qui nous contacte. Mais je suppose que c'est plutôt les équipementiers. Le prérequis, c'est de lever la main, ce que dit Gilles, je ne sais pas qui a dit ça, pour dire ça m'intéresse, et qu'on puisse rajouter, enfin, en tout cas, dire à cette personne bienvenue dans ce collectif concret, parce qu'on est au début de la construction. Donc, il n'y a pas de prérequis. Enfin, je parle sous le contrôle de Gilles et Balkis. Ce veut être un webinaire ouvert avec les entreprises qui sont dans la filière des fournisseurs d'équipements et de services. Ouais, pour Si je compléter, réponds bien à la effectivement. question. Ouais, il y a aussi pour les équipementiers, il n'y a pas de prérequis et très concrètement, ce qu'on va essayer de faire ce qu'on va faire d'ici la fin de l'année, c'est organiser une rencontre, enfin un webinaire, une visio avec l'ensemble des fournisseurs qui ont manifesté leur intérêt pour expliquer plus en détail la démarche. Et puis le prérequis, si, il y en a un quand même, c'est la volonté. Et donc derrière la volonté, ça veut dire de mettre à disposition des moyens, des ressources. Voilà, donc c'est quand même important. Voilà. C'est vrai. Il y a un calendrier. Ah, pardon. Ouais, pardon, juste pour terminer de répondre à la question, et je te laisse la parole, Julie. Vous pouvez aussi nous contacter, peut-être en mettant la diapo suivante, Julie. Vous avez le contact d'Innovin et de Vinceo si vous souhaitez nous contacter pour une mise en relation. Je te relaisse la parole, Julie. Et il y a des questions qui sont arrivées pour OnePilot aussi dans la conversation. J'ai une question. Est-ce que vous avez la perspective de me permettre aussi aux producteurs de comparer des stratégies techniques de production en termes de kilos CO2? On peut peut-être répondre avec Philippe. Alors, si je comprends bien la question, c'est comparer des itinéraires techniques. Donc, on est vraiment sur les sujets de pratique technique. Voilà, la réponse, je pense qu'elle est. La réponse, elle est ce qu'on nous propose, donc un module, comme l'a dit Frédéric rapidement tout à l'heure, mais un module qui permet de faire des simulations sur la plateforme. Donc à partir de
l'analyse initiale de l'empreinte carbone, de pouvoir bouger certains paramètres de production, remplacer une pratique par une autre, faire évoluer une pratique et voir dynamiquement ce que ça représente en termes d'impact sur l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc oui. Merci. Y a-t-il un calendrier pour la plateforme collective? Vous avez des La dates? plateforme collective, peut-être, c'est la plateforme fournisseur. Notre idée, c'est d'être suffisamment nombreux pour pouvoir faire un pilote. Après, un pilote, il n'a pas vocation non plus à regrouper tout le monde. Donc, je dirais, à partir du moment où on a une dizaine, une petite dizaine ou une grosse dizaine, peu importe, de fournisseurs différents qui sont prêts à s'engager, il y a matière à faire quelque chose et encore une fois, à montrer que c'est possible et que ça a un intérêt. Et ce qu'on espère, c'est qu'une fois qu'on a démontré que c'était possible et que ça avait un intérêt, bah, d'autres, petit à petit, se joindront à cette plateforme. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir lancer les choses début 2025, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, en profiter. Il va y avoir Vinitech bientôt pour rencontrer, pour discuter, et puis lancer officiellement, enfin lancer réellement une action, un projet début 2025. Voilà. Merci. J'ai une dernière question et après, je pense que s'il y a d'autres questions, peut-être qu'on pourra les regrouper et les envoyer aux intervenants. Donc, c'est pour Carbone 4. On a vu des acteurs au Portugal proposer des solutions de bouchage en liège avec des bilans carbone négatifs en s'appropriant la fixation du CO2 par les forêts de chêne et liège. Certains proposent même des certificats de crédit carbone qui permettent de baisser le bilan carbone de la cave. Votre avis? Elle est dans la conversation, la question, à 12h19, si jamais vous voulez relire. En effet. Alors, nous, de toute façon, on est très sceptiques. Carbone négatif, ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, il y a donc les empreintes carbone, c'est nous, on comptabilise vraiment les émissions. Donc, c'est que dans une empreinte carbone, on comptabilise que les émissions. La séquestration, on va dire, on peut pas l'ajouter. C'est vraiment à part. C'est-à-dire qu'on comptabilise les émissions, on comptabilise les séquestrations. C'est vraiment deux piliers différents. Et en général, on n'atteint jamais, même si on faisait la différence entre les deux, on n'atteint jamais un bilan carbone négatif. Donc, je suis très sceptique là-dessus. Il faudrait que je vois ce que c'est et comment ils comptabilisent ces émissions. Et après, le certificat. Les certificats de crédit carbone. Donc après, je ne sais pas quel est le label qui certifie ces crédits carbone. Nous, en France, par exemple, il existe le label bas carbone avec différentes méthodes. Donc ça, c'est des labels français. Là, je ne sais pas si c'est des certificats portugais et quel type de certificats sont adossés à ça. Donc il faudrait avoir plus de précision pour répondre à ça. Merci. J'ai oublié une question très importante. Pour les entreprises qui débutent, quel premier pas conseillez-vous pour évaluer leur empreinte carbone? Et Mathieu parle aussi de tableur Excel. Est-ce que c'est une possibilité? Alors, pour quelles premières étapes? Nous, de toute manière, par exemple chez Carbone 4, on fait des empreintes carbone pour différentes entités et on se base principalement sur des tableurs Excel. Donc en fait, le tableur Excel, c'est très bien pour commencer. Ça permet en fait d'avoir toutes les... donc c'est assez transparent, on a vraiment comment calculer l'empreinte carbone, tout le détail du calcul, et même si ça peut paraître archaïque, le tableau Excel, au final c'est assez performant et pour débuter c'est quand même pas mal. En tout cas, Merci. ce qu'on conseille, c'est avant de se lancer dans un plan d'action, de commencer déjà par une empreinte. C'est quand même le... C'est ça, les étapes, c'est d'abord une empreinte pour savoir où on en est, quel est notre niveau d'émission. Ensuite, quels objectifs on se fixe? Est-ce qu'on se fixe moins 30%, moins 40% sur quel horizon de temps? Et ensuite, passer au plan d'action en se disant, bon, bah, maintenant qu'on s'est fixé des objectifs, comment on fait pour atteindre ces objectifs? Voilà, globalement pour la stratégie. Excuse-moi Merci. Julie, mais il y avait une question qui me semblait importante aussi, qui était plutôt pour Frédéric, et notre projet, pourquoi discuter avec Adelph et pas directement avec les verriers? Oui.
Alors, c'est une très bonne question. Il faut pas, il faut être conscient qu'il y a une intensité concurrentielle énorme entre les acteurs. Globalement et sur ces sujets-là en particulier, et notamment chez les verriers, qui ont chacun, qui défendent des actions très fortes et qui ont du mal à travailler ensemble. Heureusement qu'on a l'ADELF finalement qui existe et qui fait un peu tampon et qui nous permet de travailler avec eux. Et donc, nous, on aimerait travailler directement avec eux. Hein, on va leur proposer, mais on connaît la réponse d'avance, mais on peut poser la question. C'est pour ça que la DEF est une bonne alternative. Et plus globalement, ça pose un sujet qui est la question finalement de la gouvernance du projet, parce qu'on est dans un monde où il y a plusieurs équipementiers différents, mais au sein d'un même secteur, il peut y avoir plusieurs concurrents. C'est pour ça que le collectif Innovin et Vinceo est là aussi pour gérer ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que le travail qu'on fait, c'est un travail. Alors je dis de R&D, mais on est sur un TRL élevé, hein, c'est-à-dire que c'est opérationnel, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on construise aussi les règles ensemble pour pouvoir travailler, partager, et à la fin, finalement, d'être force de proposition avec la force d'un collectif, une robustesse scientifique. Voilà. Donc la question des verriers, clairement, pour répondre, ils n'iront pas directement, voilà, avec nous. C'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, on peut reposer la question et l'ADELF est une très bonne alternative pour avoir l'empreinte de l'emballage. Super. Je me fais de la gardienne du temps. Il est 12h34. Il y avait juste deux petites questions à OnePilot avant de clore et de remercier chacun des intervenants et aussi des participants. Le lien entre OnePilot et le label bas carbone et la CSRD. Et la dernière question pour OnePilot, et ensuite on pourra clore ce webinaire. Tenez-vous compte de l'effet millésime dans OnePilot et dans les stratégies de décarbonation. En effet, sur une année donnée, les émissions peuvent avoir diminué à la suite de mise en place d'actions, mais masquées par le contexte du millésime de l'année. Wow, c'est dans la fin de la conversation. Si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Alors, répondre à le label bas carbone. Le label bas carbone viticulture n'est pas sorti. Le label, c'est un sujet important, intéressant, mais il n'est pas sorti. Il n'intègre que la partie viticole qui pèse 12-15% de l'empreinte. Et donc, nous, on a des discussions avancées avec l'IFV pour pouvoir connecter nos outils, notamment GES Elite, qui a vocation à calculer les bilans carbone quand ils seront sortis, en tout cas dans la méthodologie label bas carbone, et OnePilot qui va aussi prendre des éléments sur l'atelier viticole, mais dans un niveau de détail moins important parce qu'on n'en a pas besoin, mais qui travaille sur les autres sujets. Après, le lien avec la CSRD, à partir du moment où on collecte des datas, ces datas, en fait, elles sont utilisées pour justifier des data points quantitatifs dans la CSRD, et donc des axes qui sont choisis, de la justification des ESRS. Donc là, je suis en train de parler avec des Chinois, mais c'est toute une normalisation de la donnée à visée de déclaration extra-financière. Et donc, nous, en fait, on organise la donnée de manière à ce qu'elle puisse être utile et justifiée aussi, parce que derrière, il y a une notion où on est certifié par Bureau Veritas pour pouvoir mettre un coup de tampon pour certifier que la donnée est donc être compliant, conforme aux exigences des audits de type SCA-CRD. Et la deuxième question, c'était le modèle économique, c'était ça. Pris en compte de l'effet millésime en 2 secondes, je peux donner une réponse. Et après, on s'arrête. Voilà, évidemment, il y a des effets, il y a des impacts sur les effets millésimes liés aux émissions. Donc c'est pour ça qu'après, on va pouvoir proposer nous des moyennes glissées sur 3 ans pour essayer d'avoir une vision plus moyennée, mais on a aussi également des indicateurs qui sont calculés qui ne dépendent pas forcément du millésime, donc tout est intéressant. Donc on pourra, la personne qui a posé la question peut nous contacter pour qu'on en reparle. Très bien. Écoutez, il est temps de clore ce webinaire. Merci beaucoup pour vos interventions de qualité, le temps de préparation et votre écoute pour les participants. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez les moindres questions ou besoin de compléments d'information ou de mise en relation. C'est aussi ça le travail d'un cluster. Gilles, est-ce que tu as un mot à dire avant de
terminer. Merci à tous, intervenants, participants, et on espère vous avoir convaincu d'avancer sur ces thématiques pour soutenir la filière.